Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la prospection commerciale B2B, organisé par Nomination, qui est expert depuis 18 ans de la data premium sur les décideurs en entreprise. Et donc, à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Fabrice Bourdi, le PDG d'Europhone. Donc, Fabrice, je te laisse te présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis en effet Fabrice Bourdi, comme tu l'as bien signalé. Et donc, je préside Europhone, donc qui est une entreprise de télémarketing et de télévente B2B depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, et nous sommes partenaires depuis quelques années déjà, Brigitte, et Oui, nous travaillons ensemble pour essayer d'articuler au mieux les bases de données et l'outil téléphone, mais pas que, puisque je crois qu'on va peut-être aussi parler de marketing digital. absolument. Et donc, ensemble, ce que nous allons partager, c'est vraiment des clés sur la structuration et l'organisation de votre prospection. On y ajoutera aussi quelques éléments opérationnels, finalement, pour rendre cette prospection plus simple, plus efficace, plus productive. Voilà, donc je vous propose de démarrer avec le volet structuration, finalement, de sa prospection commerciale. C'est vraiment une des premières questions qui est de se dire quelle est ma stratégie de ciblage, qui je dois prospecter en priorité. Et là, en fait, j'ai finalement deux approches qui s'offrent à moi, qui sont d'une part d'aller surfer quelque part sur mes succès récents. Imaginons que je travaille le secteur du service aux entreprises. J'ai signé dans ce secteur une crèche. Et donc, une de mes premières actions de prospection, en tout cas prioritaire, est d'aller identifier tous les acteurs finalement de cette niche qui sont à prospecter en priorité. Donc ça, c'est une première chose. J'ai aussi la possibilité d'être plus large dans mon analyse et de faire une analyse globale de mon portefeuille client pour identifier finalement quels sont les segments aujourd'hui, mes segments de marché que je couvre et qui sont à plus fort potentiel pour moi. Alors, cette analyse, elle va vraiment consister à affecter à chacun de vos clients un score de potentiel sur une base 100. La base 100, ça peut être par exemple un panier moyen, ça peut être un taux d'équipement moyen. Et je vais illustrer du coup mes propos. Quand vous voyez cette matrice de potentiel-là, c'est un scoring de potentiel. Et tous les segments de marché verts sont ceux qui sont à plus fort potentiel pour moi. Et par exemple, si je croise le secteur du conseil et les entreprises entre 1000 et 2000 salariés, j'ai un score de potentiel de 192, ce qui est finalement presque 2 fois supérieur à la moyenne. Ça veut dire que dans ce segment de marché-là, j'ai vraiment un intérêt à aller prospecter en priorité. Donc, je reviens, je suis allée trop vite. Voilà. Donc, si je pousse finalement mon analyse en croisant mes données de la base client avec, par exemple, la base prospect nomination, je vais pouvoir identifier combien d'entreprises aujourd'hui sont déjà clientes sur mes segments à fort potentiel et combien et quelles entreprises il va me rester à prospecter. Et avec cette approche, donc grâce à un outil de ciblage, je vais pouvoir me constituer mes listes de prospects prioritaires et je vais les actionner segment par segment. Sachant que pour les actionner, je peux avoir deux approches en fonction de la taille finalement de mes cibles, toujours mes cibles prioritaires. Ça peut être des niches à fort potentiel avec une volumétrie du coup limitée et à ce moment-là, j'ai intérêt à les actionner avec une approche directe. Et je peux avoir aussi des cibles avec des secteurs, des segments à plus forte volumétrie, par exemple beaucoup plus que 100 prospects, par exemple. Et là, j'ai intérêt sur ces segments-là à déclencher des actions de marketing digital. Et justement, sur la distinction entre les deux approches, approche directe ou approche marketing digital, Fabrice, je vais te passer la main parce qu'en fait, je crois que tu as des chiffres très intéressants à nous partager. Alors, je te laisse passer le slide puisque tu… Absolument. Voilà. Voilà. Alors, oui, ce qui est un petit peu innovant dans notre observation du marché, c'est que le téléphone n'est plus seulement un outil de prospection, on va dire, dans le dur, mais aussi le téléphone va devenir ce que j'ai appelé une gare de triage post-lead digitaux.
Alors, si on rappelle un petit peu tout ce que nos auditeurs font en matière de marketing digital, on a toutes sortes d'actions de marketing digital possibles qui vont pouvoir générer des pistes, des leads. On a le référencement, qu'il soit gratuit ou payant. On a toutes nos démarches sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, et que ce soit en gratuité ou en sponsoring payant. On a toutes sortes de campagnes digitales, on a des prestataires de lead generation, on fait tous des webinaires, on est en train d'en faire un, et donc, bien évidemment, nous avons des auditeurs qui peuvent devenir un jour des prospects, n'est-ce pas, Brigitte ? On espère. On espère, en tout cas, ou qui sont déjà des clients d'ailleurs, et je crois, dans les participants qu'il y en a quelques-uns. On peut faire des newsletters, des emailing, etc., avoir de la présence sur les réseaux sociaux, télécharger des études, des livres-blancs, etc. Et tout cela donne donc des gens qui ont agi ou sont engagés de manière relativement partielle vis-à-vis de nous. Et toutes ces pistes-là qui sont générées par le marketing digital, ces pistes-là, on a deux choix. Soit on les donne directement aux commerciaux, qui les exploitent, mais on va voir qu'ils vont avoir une petite gêne pour les exploiter directement, soit on fait une sorte de tamis, de garde de triage téléphonique, et qui va nous donner, sur toutes ces pistes, tous ces leads, eh bien, une sorte de répartition que je vous ai présentée sous forme de pourcentage en dessous. C'est-à-dire que de manière totalement factuelle et observée et mesurée, on s'aperçoit que sur 100 leads digitaux, on a toujours une sorte d'incompressible de 15 à 25% de rebut. Qu'est-ce qu'on met dans les rebuts ? Eh bien, souvent, on a des concurrents dans les webinaires. Eh bien, ça fait partie des rebuts. Donc, on ne va pas les traiter. On a des gens qui ne sont absolument pas concernés par la démarche que l'on veut promouvoir et qui n'ont rien à voir avec le sujet du webinaire, par exemple. Donc, on a du rebut et ce rebut-là, eh bien, on ne le recycle pas, on le met de côté. Ensuite, quand on a des auditeurs dans des webinaires ou des réactifs à des emailing, eh bien, parfois, malgré ce geste à notre égard, eh bien, ils ne sont pas joignables, y compris si on insiste téléphoniquement. Donc, on a toujours des injoignables vis-à-vis du marketing digital, des leads issus du marketing digital. Et puis, la plus grosse partie de ce que l'on a, ce sont des gens éligibles qui sont dans notre cible, mais qui ne sont pas mûrs. Ils sont curieux, ils téléchargent un livre blanc, ils assistent à un webinaire, ils vont être intéressés par notre démarche, mais ils vont être dans un score d'appétence vis-à-vis de nous, relativement limité. En tout cas, ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas prêts. Donc, nous allons les placer en lead nurturing. Et ce lead nurturing, il peut être à la fois téléphonique, on va rappeler à la bonne date, ou il peut être à la fois digital, c'est-à-dire on va continuer d'adresser des newsletters, des messages, inviter à des webinaires, inviter à des events, etc., etc. Et puis, sur ces 100 leads, on a quand même, heureusement, les 10 à 15 prospects qui sont mûrs. Et ceux-là, on va les transformer en rendez-vous pour le compte des commerciaux, qui vont donc être des commerciaux heureux, puisqu'ils n'auront pas à faire toute la démarche de triage sur ces 100 leads. Le phoning aura évité cet effort de trouver le 10% ou 15% de gens intéressables à court terme. Donc, voilà en quoi, aujourd'hui, le phoning sert comme garde triage, donc post-démarche lead digitaux. Donc, ça, c'est la démarche, on va dire que l'on observe depuis, 3-4 ans, ce phoning qui devient garde triage, donc qui évite aux commerciaux de se fatiguer, entre guillemets, sur l'exploitation de tous ces leads. Ça n'empêche pas que, en effet, la prospection dans le dur puisse continuer à être efficace. Donc, elle est dans le dur, mais elle n'est pas si dure que ça. Et en particulier, permets-moi, Brigitte, de faire un compliment à Nomination. Et en particulier, quand on a les bonnes données, telles que Nomination, je suis également, tu le sais, Brigitte, un client de Nomination, donc je peux me permettre d'être un témoin client à ce stade. Et c'est vrai que chez Nomination, mais chez d'autres aussi, soyons honnêtes, on a de la donnée de qualité. Et donc, grâce à cette donnée de qualité, on peut faire de la prospection dans le dur, en particulier sur des comptes listés.
et que tu évoquais tout à l'heure. Oui. Et donc, cette possibilité de prospecter dans le dur, elle n'est pas morte. Hein. Le phoning aujourd'hui, c'est un outil extraordinairement innovant, contrairement à sa vétusté historique. Hein. Voilà, plus d'un siècle et demi. Mais aujourd'hui, le téléphone est un incroyable outil pour prospecter dans le dur, mais avec des bons outils, avec des bonnes données, comme de prospecter à la suite de comportements identifiés comme positifs que le marketing digital nous apporte avec une grande efficacité, et on se réconcilie, nous, le marketing digital et le téléphone, eh bien, ils sont main dans la main, ils ne s'opposent pas, comme je l'entends souvent dire, hélas, et je trouve ça dommage d'opposer le marketing digital au téléphone. Et finalement, le trio data de qualité, ce que tu appelles data premium, et téléphone et marketing digital, c'est un trio finalement, un trio de succès pour la prospection. Bon, voilà. En résumé, marketing digital, oui. Téléphone, oui. Data de qualité, oui. Et là, on donne des commerciaux heureux. Absolument. Et donc, je vais rebondir sur ce que tu dis, Fabrice, finalement, pour dire que la prospection dans le dur, pas si dure, en effet, parce que en ajoutant finalement des éléments essentiels que sont de la data de qualité, comme tu le précisais, Fabrice, je peux aussi compléter cette data de qualité à finalement des événements clés qui vont se passer dans la vie des entreprises, en tout cas dans la vie de mes prospects, pour augmenter mon taux de transformation d'appel en rendez-vous. Alors, je m'explique. Je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est très opérationnel ce que je vais vous expliquer, mais néanmoins très efficace. Par exemple, un décideur qui est nommé chez un prospect chez vous. Donc, c'est une nouvelle fonction qu'il prend. Et du coup, premier sujet, c'est potentiellement, il va remettre en question ses fournisseurs existants. Donc, pour moi, qui prospecte ce compte, c'est une réelle opportunité. À minima, il va challenger ses fournisseurs en place et au mieux, pour moi, il va les remplacer. Donc, c'est réellement le moment de me positionner. Deuxième point, ce décideur qui arrive, il va normalement lancer des projets pour réaliser ses objectifs. Donc là, pareil, si ma proposition de valeur est en ligne, c'est le moment vraiment de me positionner. Et puis, troisième point, une entreprise finalement qui recrute, c'est une entreprise qui peut avoir de nouvelles orientations. Et là, pareil, c'est le moment pour moi de me positionner comme un partenaire stratégique. Donc, c'est vraiment une nomination. Vous voyez, vous pouvez l'exploiter de plein de manières, mais en tout cas, ça peut vous déclencher des opportunités de business. Je vais vous donner... Brigitte, je t'interromps une seconde. Oui. On a déjà eu cette discussion, mais quel est le meilleur moment finalement entre la nomination, allez, on va dire du 4 février de Monsieur Martin, je ne sais pas moi, directeur financier par exemple, et le moment de l'appeler? Parce que si on l'appelle trop tôt, voilà. tu ne crois pas que ça serait… Absolument, tu as complètement raison. Et c'est vrai que évidemment, il ne faut pas l'appeler le jour de sa nomination, mais un ou 2 mois, je dirais au 2e mois, c'est le meilleur moment. Parce qu'en fait, ce décideur, souvent, il doit rédiger un rapport d'étonnement. Et là, je peux aussi l'aider à alimenter ce rapport d'étonnement avec, en lui proposant un audit, une analyse. Voilà. Donc, 2e mois, 3e mois, c'est probablement le meilleur moment pour actionner cette information que vous allez avoir. Juste pour vous donner une valeur de référence, en fait, l'année dernière, Nomination a publié 8000 nominations. Donc, c'est vraiment autant d'opportunités de business pour vous. Donc, ça, c'est le volet nomination. Donc, voilà, Fabrice, pour répondre à ta question. Et deuxième, je dirais, projet d'entreprise, c'est par exemple lorsque une entreprise lance un projet structurant. Ça peut être un appel d'offres, ça peut être une levée de fonds, ça peut être une vague de recrutement. Je prends l'exemple d'une vague de recrutement, par exemple. Si je suis un éditeur d'une solution RH qui fait de la formation en ligne ou qui fait de l'intégration de l'onboarding en ligne,
lorsqu'une société va recruter massivement, par exemple, il s'agit pour elle de rentabiliser le plus rapidement possible son capital humain. Et moi, qui ai une solution RH à proposer, c'est vraiment le moment de me positionner et donc de déclencher une opportunité business auprès de ce prospect. Donc, c'est vraiment, il faut être créatif dans ces moments-là et actionner finalement les bons décideurs, les bonnes entreprises et surtout au bon moment. C'est ce que Nomination collecte comme données, hein, c'est ça? Oui, absolument. Et pour vous donner aussi une valeur de référence, depuis juin dernier, on a à peu près relevé 91 levées de fonds, plus de 300 appels d'offres IT, 72 projets de croissance externe. Donc tout ça pour vous dire que finalement, l'économie n'est pas à l'arrêt, il se passe beaucoup de choses et ces événements peuvent vraiment déclencher des vraies opportunités de business pour vous. Oui. On a des amis banquiers parmi notre auditoire. Une croissance externe, pour eux, par exemple, c'est une opportunité. Absolument. Après, c'est pour ça, en fonction de votre business, de votre proposition de valeur. Vous voyez, je vous ai mis des exemples de projets qui sont remontés. À vous de vraiment en déclencher des opportunités. Et donc, pour poursuivre, pour activer vraiment ce levier, en fait, il faut vraiment quatre points majeurs. D'une part, être en alerte sur mes profils clés. Si mes profils sont des DRH, si c'est des DAF, parler de banquiers, si c'est des DSI, eh bien vraiment, c'est des décideurs que je dois mettre sous surveillance. Après, pour avoir les projets d'entreprise, c'est mettre en place un outil de veille pour que vraiment tous les événements qui se passent dans la vie de mes prospects me remontent. Troisièmement, pour vraiment exploiter ces informations, je peux aussi préparer des kits de prise de contact pour vraiment, quelque part, industrialiser un peu cette pratique. Et puis, dernier point, et c'est un point qui est important, c'est que finalement, par rapport à ces informations que je vais avoir, finalement, sur mon portefeuille prospect, l'idée, c'est d'ancrer cette pratique, c'est-à-dire d'exploitation de ces projets, dans ma routine commerciale. Donc voilà, j'ai vraiment 4 piliers qui sont importants pour finalement avoir des informations qui vont me permettre de contextualiser mes prises de contact et de déclencher des rendez-vous de bonne qualité avec les bonnes personnes. Donc là, c'est vraiment, on vous a donné de la matière. Maintenant, en fait, on vous a expliqué, on vous a dit, voilà, quelle matière est utile pour prospecter, comment je priorise mes actions. Il faut que j'ai de la data de qualité, qualifiée. Il faut que j'ai des bons phoneurs. Mais finalement, Fabrice, je vais renvoyer la balle chez toi maintenant. Est-ce que tu peux finalement nous expliquer quelle est la meilleure organisation pour faire du téléphone? Alors, c'est une large question. Est-ce que tu… Voilà. Alors, je vous ai fait ce petit schéma qui est un schéma général où vous avez les équipes marketing, les fameuses équipes, je reviendrai sur la notion de SDR tout à l'heure, ou d'Inside Sales Manager. Pardonnez pour l'anglais, encore une fois. Hein, j'aurais pu faire ce tableau en français, mais bon. Voilà, avec des commerciaux. Et on se pose la question de qui fait quoi finalement entre les SDR, les téléprospecteurs et les commerciaux. Alors, SDR, déjà, c'est Sales Development Representative pour ceux qui ne connaissent pas le terme. On va dire c'est le nouveau nom des téléprospecteurs de haut niveau, on va dire. Hein. Le téléprospecteur, c'est quelqu'un qui est au téléphone, qui passe des appels. Le SDR, c'est aussi ça, mais c'est quelqu'un qui écrit bien, de manière pertinente, qui est un petit peu, on va dire, la Rolls-Royce du téléprospecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a la qualité d'écoute. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Je vais vous présenter les différentes qualités et les différents profils des SDR. Mais le SDR, c'est le téléprospecteur à forte valeur ajoutée qui écrit et qui sort de la routine du script téléphonique. Bon. Donc, on peut leur confier cette garde de triage. Je pense d'ailleurs à un de nos partenaires communs qui est Salesforce. On a des équipes de SDR nombreuses qui font cette démarche d'avant-vente et qui passent le relais à des account managers, enfin à des commerciaux et qui facilitent leur travail. Donc ça, c'est l'organisation, de mon point de vue, un petit peu idéale.
sachant qu'on peut s'affranchir d'une équipe de SDR, qu'elle soit d'ailleurs en interne ou en externe. Hein. Encore une fois, la notion de SDR interne ou externe, c'est un choix de chaque entreprise qui nous écoute, mais alors évidemment, je vais pousser à ce que ça soit externalisé et plutôt chez Refund, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix qui vraiment est tout à fait à la main de chaque entreprise. Mais en tout cas, le fait de créer ce type de structure est déterminante dans la conquête de nouveaux clients, parce que si on laisse les commerciaux eux-mêmes seuls à faire leur prospection, ce qui est bien aussi, et qu'il faut continuer de faire, eh bien, on ne pourra pas avoir ce haut niveau de conquête de nouveaux clients que beaucoup d'entreprises, en ces temps un petit peu pénibles, ont, c'est-à-dire une très forte volonté d'accroître son marché sur le marché du B2B. Et là, les SDR viennent vraiment renforcer le dispositif commercial s'il n'existe pas dans les structures qui nous écoutent. Voilà. Fabrice, j'ai une question, je vais t'interrompre, de Louis qui me dit quelle différence donc entre les SDR et les commerciaux terrain qui sont obligés de prendre le téléphone en cette période de Covid? Alors, les SDR, s'ils existent, sont là pour assister les commerciaux terrain, voilà. Et je dirais, dans un monde idéal, le SDR peut faire un petit peu le travail de prospection, je dirais un peu massif, et le commercial, lui, va avoir ses comptes listés, déterminés par sa hiérarchie, qui sont les comptes stratégiques sur lesquels les SDR n'interviendront pas. Donc, si vous voulez, dans la sphère de prospection, dans le ciblage de prospection, on peut avoir ce que tu as défini tout à l'heure, les comptes listés stratégiques que seuls les commerciaux, je dirais, travaillent, et les SDR qui font le ciblage, je dirais, du dessous, si on fait une pyramide entre les très grands comptes et les ETI et les grosses PME, PMI. Voilà comment on peut optimiser le dispositif. En tout cas, ils ont des rôles très distincts, l'un pour préparer la vente, l'autre pour vendre. Le commercial vend, le SDR ne vend pas. Il questionne, il prend des rendez-vous, mais il ne vend pas. Voilà la différence entre les deux. Alors, je ne sais pas qui est Louis, mais en tout cas, j'espère que j'ai répondu à Louis. Voilà. Parfait. Autre question. Quels critères choisir pour définir quand la prospection doit plutôt se faire via le SDR ou le commercial terrain? Et je crois que je viens d'y répondre à la seconde. Voilà. Hein. Voilà, donc, mais est-ce qu'on peut laisser peut-être les questions à la fin, Oui, Brigitte? absolument. Hein, comme ça, on ne déborde pas, on a dit 45 minutes, là on est bien, on est dans les temps, on a 22 minutes. Voilà, on continue. Donc voilà pour ce qui concerne les différents dispositifs. À noter que dans ce dispositif, tout ce qui est relation client ou service client est complètement à côté de l'organisation. Hein. La notion de SRC, de service de relation client, c'est autre chose, c'est pour les clients, c'est pour les flux entrants des clients. Et je n'aborde pas du tout ce sujet-là, mais c'est ce qui est en ocre, on va dire, et en bleu nuit à droite. Hein, mais ça fait partie aussi du dispositif commercial, bien évidemment, parce que la fidélisation et la relation client, c'est quand même quelque chose d'important. Mais comme on parlait aujourd'hui de prospection B2B et de conquête, c'est un petit peu hors sujet en termes d'organisation. Voilà, si tu veux bien, Brigitte. Ouais. Voilà. Pardon. Alors, dans le phoning, ce qui est très important, c'est juste, excuse-moi, on parlait du profil type du SDR, c'est ça? Oui, exactement. C'est la slide suivante ou c'est… Oui, c'est ça. Oui. Voilà, très bien. Alors, oui, excuse-moi, parce que je n'ai pas les diapositives en série. Donc, oui, le SDR idéal. Alors, qui est le SDR idéal? En effet. Alors, en termes de savoir-être, il lui faut énormément d'empathie, bien évidemment, de l'écoute active. On constate bien souvent que les gens qui nous prospectent sont des gens qui déroulent des questionnaires ou qui récitent des scripts. C'est vraiment très désagréable. Donc, il faut vraiment avoir une qualité d'écoute pour avoir du rebond. Il faut être bourré d'énergie. Si possible, avoir un petit peu d'humour. Ne jamais se décourager face au refus. Et puis, bosser. Ça, c'est sur le savoir-être. Donc, des gros travailleurs. Sur le savoir-faire, il faut ne pas se tromper sur la finalité du SDR. Il faut bien sûr maîtriser l'offre pour laquelle on travaille, bien évidemment, mais pas trop. Il faut pas, parce que si on est trop formé sur les offres, on va vendre par téléphone. Alors qu'il ne faut vendre que le rendez-vous et non pas l'offre par téléphone. On n'a pas à faire les télévendeurs.
on a affaire à des gens qui préparent, les SDR, la prospection. Voilà. Il faut une bonne culture générale économique. Rien n'est plus irritant que des gens qui nous prospectent et qui ne connaissent pas le contexte économique du segment de marché auquel on appartient. Aujourd'hui, il faut que les SDR sachent écrire. On est avec des générations de jeunes aujourd'hui qui font des fautes d'orthographe toutes les lignes. Et bien aujourd'hui, on ne le supporte pas par écrit. Donc, il faut des qualités rédactionnelles incontestables, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, il faut maîtriser les techniques de téléprospection. Mais ces techniques de téléprospection, je vais en parler dans le slide suivant, puisqu'il s'agit d'avoir des bonnes stratégies d'appel. Et les stratégies d'appel, c'est d'abord, avant tout, en matière de phoning, joindre le décideur. Finalement, une fois qu'on a le décideur, tout va bien, mais comment le joindre? C'est vraiment une problématique majeure. Alors, on peut dire aujourd'hui que la prospection à froid et en plus sur des bases de données qui ne sont pas de qualité, il faut arrêter. Parce que il faut arrêter. Le phoning comme ça, il faut l'arrêter. Les standards des sociétés, en particulier grands comptes et ETI, sont de plus en plus des standards dits nominatifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer si on n'a pas le nom, le prénom et la fonction de quelqu'un. Ils ont même l'interdiction de donner de passer des appels de cette nature, donc c'est foutu. En plus, avec le télétravail qui est de plus en plus présent, vous imaginez que les standards vous bloquent très très facilement, d'où l'importance absolument stratégique d'avoir de la data. Alors, de la data, c'est quoi? C'est bien sûr des prénoms, des noms, des fonctions, mais il faut aussi avoir des lignes téléphoniques, si possible directes. L'idéal, avoir des téléphones portables, c'est très dur à obtenir, des adresses mail pour pouvoir écrire et un compte LinkedIn, bien évidemment, pour pouvoir avoir du multicanal. Alors nous, chez Europhone, on a une petite astuce. Bon, je vais la délivrer à tous nos auditoires pour obtenir des portables. On obtient, en passant un coup de fil et en ayant une démarche d'invitation à un événement, on obtient jusqu'à 40% de numéros de téléphone portable pour enrichir nos bases de données. Voilà. Dans le cadre du RGPD, j'insiste là-dessus. Ce qui fait qu'en termes de démarche de téléphone, alors que par le passé, on ne passait qu'un coup de fil et on rappelait sans fin, aujourd'hui, on utilise le téléphone majoritairement chez nous, mais on fait du multicanal d'accès, si vous voulez. Donc, on fait 2 appels, un mail, un SMS quand on l'a, un message LinkedIn. Et comme ça, on a ce faisceau d'attaque du prospect qui fait qu'on peut l'obtenir par le canal de l'écrit ou le canal de la voix et on peut finalement obtenir avec beaucoup plus de chances que par le seul canal du téléphone. On a des systèmes par vague, c'est-à-dire qu'on est très intensif sur les courtes périodes, un peu comme un sprinter, si vous voulez. Et puis ensuite, on laisse reposer parce qu'on ne veut pas harceler. Aujourd'hui, le téléphone qui harcèle, c'est quelque chose qui est très rejeté. Donc, on est intensif, on est dynamique, on passe des appels, on passe des mails, mais on laisse un petit temps de repos pour laisser le prospect respirer s'il n'est pas réactif. Quand il s'agit d'avoir du stimuli, d'avoir un prospect qui a déjà rempli un formulaire ou assisté à un webinar, eh bien effectivement, c'est idéal puisqu'on va pouvoir parler du sujet du webinar quand on va appeler téléphoniquement suite à ce webinar. Mais il faut sortir du sujet parce que le thème du webinar n'est pas seulement la préoccupation du prospect. Donc, il faut ne pas rester focalisé sur la thématique du webinar, mais pouvoir sortir du sujet. Donc, ça, c'est la partie accès aux décideurs. Toujours sur l'accès aux décideurs, on a un autre obstacle majeur que mon auditoire connaît bien, c'est cette fameuse assistante ou assistant, puisqu'il y a des messieurs aussi. Il faut qu'on soit politiquement correct vis-à-vis de l'égalité des sexes, et les secrétariats en général. Alors, moi j'ai observé que les SDR ou les téléprospecteurs avaient 4 façons d'approcher une secrétaire. Ce que j'ai appelé la directivité douce et pédagogique, sans doute la meilleure des méthodes. On prend en considération les assistantes ou les assistants et on est bref, mais un peu directif. Pas cassant, mais directif.
On est pédagogue, on dit l'objet de son appel, et c'est ce qui marche le mieux. Une deuxième méthode marche pas mal, mais moi je la trouve un peu cassante, c'est la directivité sèche, sans se dévoiler, sans rien dire, qui dévalorise l'assistanat et peut agacer. Donc moi, je ne suis pas très pour cette directivité sèche, mais il faut le reconnaître, manier avec talent, ça peut, dans certains cas, marcher. Ce que j'aime moins, c'est le copinage. Parler des heures et des heures et des heures avec l'assistante pour en faire une grande copine, c'est le schéma classique de certains SDR ou téléprospecteurs. Moi, je trouve que ce n'est pas adapté, mais c'est vrai que dans certains cas, ça ouvre certaines portes. Alors, pourquoi pas? Ensuite, il y a le contournement. On me dit, oui, il faut appeler le soir quand elles ne sont pas là, après 18h, après 19h, etc. Oui, ça marche aussi. Pourquoi pas un petit peu de contournement et focaliser ses appels en fin de journée ou très tôt le matin. Ça marche, surtout sur les ETI et les grands comptes. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est un petit peu un mélange de tout ça avec ma petite préférence et mon petit conseil sur la directivité douce et pédagogique. C'est ce que je trouve être le plus efficace. La gestion des rappels. Là encore, techniquement, il faut faire, à mon sens, pas plus de 5 tentatives d'appel sur une courte période. Sinon, on indispose. Comme je le disais tout à l'heure, il faut entrecouper de mails et faire des mails très pertinents. Et surtout, on n'a pas parlé de ça depuis le début de notre webinaire, contextualiser. Donc, dans ces mails, dans ces messages téléphoniques ou dans ces mails, il faut contextualiser. Il faut montrer que l'interlocuteur que vous appelez, vous le connaissez, vous connaissez son contexte. Par exemple, ça peut être un mail en disant « Monsieur Untel, vous êtes en fonction depuis 3 mois, félicitations, nous serions ravis d'échanger pour parler de vos enjeux 2021. » Voilà, ça c'est un mail de contextualisation qui marche du feu de Dieu parce que ça montre que ce n'est pas une routine téléphonique, mais bien un appel pratiquement individuel que l'on fait vis-à-vis du prospect. Et puis, il faut faire des pauses. Arrêtons d'harceler les gens. S'ils ne veulent pas répondre dans l'instant T, c'est que sans doute ils ne sont pas mûrs. Donc, faites une pause et rappelez 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, 6 mois plus tard, si vous n'arrivez pas à joindre votre interlocuteur. Alors, une fois que vous avez l'interlocuteur et toute l'énergie d'un SDR, c'est d'avoir enfin, je vais vous donner des stats tout à l'heure, mais dans une journée d'appel, on passe beaucoup plus de temps à essayer de joindre un décideur que d'argumenter avec un décideur. Donc, une fois que vous l'avez, eh ben, il faut être bref, concis et clair. Donc, on se présente, bien évidemment, on définit l'objet de l'appel en essayant de recontextualiser la démarche pour que le prospect ressente que l'appel est vraiment un appel one-to-one et pas un appel de série industrielle. Ça, il n'y a rien de plus irritant. Donc, il faut contextualiser, de dire « je vous appelle parce que vous êtes ce que vous êtes ». On peut aussi l'agacer, le prospect, en lui disant « vous savez, on a travaillé avec votre concurrent principal hein, et ça marche très, très, très bien. Est-ce que vous voulez bien m'écouter ?» Voilà, des choses comme ça. Et puis, il faut aussi vérifier la disponibilité de votre contact parce que très souvent, on a des gens qui sont en conf call, en entretien collectif. Donc, il faut savoir lever le pied. Si le décideur que vous avez déjà contacté est occupé, ben, il faut savoir renoncer et rappeler plus tard. Voilà. Une fois que vous avez amorcé l'appel avec le décideur, n'oubliez pas le questionnement. Le questionnement, c'est la clé de tout. Hein, c'est les formateurs en technique de vente le connaissent bien, le sondage des besoins. Donc, le questionnement d'abord. Donc, questionner, on n'abuse jamais du questionnement. Il faut bien évidemment non seulement questionner, mais surtout écouter réellement ce que l'on vous dit et savoir lire entre les lignes, c'est-à-dire essayer de deviner, essayer de sortir de l'objection bateau, essayer de deviner ce qu'on vous dit, ce qu'il y a derrière ce qu'on vous dit plutôt. Et puis, il faut avoir un script avec tout ce qui est objection préalablement définie. Il ne faut pas les inventer, il faut les avoir en tête, il faut les structurer dans un guide argumentaire pour pouvoir avoir la pertinence et le rebond immédiat par rapport aux objections qu'on peut vous faire. Nous, on a des carnets d'objections chez nous qui vont jusqu'à une vingtaine d'objections préparées que l'on a travaillées et qui est bien sûr intégré dans l'esprit de nos SDR. Et puis, il faut savoir conclure. Il ne faut pas
il faut qu'à chaque signal d'intérêt, il faut savoir conclure, il faut proposer le rendez-vous en le valorisant, il ne faut pas reculer. Est-ce que vous auriez un petit instant à m'accorder? Non, on va organiser un rendez-vous d'une heure 30 pour discuter du sujet sur lequel vous me semblez, monsieur le prospect, particulièrement intéressé. Voilà. Voilà pour ce qui concerne les conseils. Alors, aujourd'hui, en matière de rendez-vous, on constate 75% de notre prise de rendez-vous en ce moment, je dis bien 75%, est en visioconférence. Voilà, donc le rendez-vous présentiel ne représente aujourd'hui que 25%. Alors, ça dépend peut-être des secteurs d'activité, mais vu les consignes qu'il y a chez les ETI et les grands comptes, la visioconférence est vraiment parfois absolument imposée par la hiérarchie. Je pense que ça va durer au moins jusqu'au mois de juin et au-delà de la vaccination en pic l'été prochain et probablement d'une baisse des problèmes sanitaires, enfin, ou en tout cas de la pression sanitaire, je pense qu'on va conserver cette habitude de la visioconférence au-delà de la crise sanitaire. Je pense qu'on va avoir à l'avenir, allez, je me lance sur une prévision hasardeuse, mais je dirais la moitié des rendez-vous en présentiel et la moitié des rendez-vous en visioconférence, sachant que les taux de transformation en visioconférence, je parle des taux de transformation en vente par la suite, des entretiens en visioconférence, ces taux sont légèrement en baisse, me dit-on chez mes clients, par rapport à des entretiens des commerciaux en présentiel. Donc, on va quand même essayer de préserver un bon taux de présentiel à l'avenir pour garder l'humain, et je pense qu'il y aura un effet de bascule et l'humain va rester quand même assez essentiel et que tout le monde va avoir envie de se rencontrer, de se toucher, de se regarder, de s'embrasser peut-être un jour pour célébrer les succès. Voilà. Autre notion aussi du téléphone, c'est la notion de productivité qui rime avec résultat. Je dirais que globalement, il faut des gens qui travaillent de manière productive, il faut être talentueux à 40% et puis il faut avoir un peu de chance. Voilà. Alors, si on revient à la notion de productivité, les KPI du téléphone sont des KPI qui sont les suivants, c'est-à-dire la quantité d'appels que l'on compose, à distinguer avec les entreprises différentes travaillées. Mes interlocuteurs ont parfois du mal à distinguer le nombre d'appels et le nombre de comptes distincts travaillés. Ensuite, dans les tâches du dessus, on a les contacts argumentés avec les décideurs. On verra les chiffres tout à l'heure. Donc ça, c'est une notion différente. Un contact argumenté, c'est la faculté que j'ai d'avoir déroulé au moins une dizaine de minutes mon argumentaire avec mon contact. Et puis, il y a les rendez-vous, et ces rendez-vous que les SDR sont susceptibles de prendre, eh bien, il faut les analyser ensuite avec la qualité de ces rendez-vous, c'est-à-dire de pouvoir faire une sorte de baromètre qualité que les commerciaux vont pouvoir juger si le SDR a fait son travail ou pas qualitativement sur la prise de rendez-vous. Quelques éléments chiffrés. Donc, la composition du numéro en ETI et grand compte, c'est environ 80 à 100 compositions d'appels de téléphone par jour. À titre d'informatif, sur la TPE, c'est x2 en chiffres, les appels sur la TPE. Notamment avec ce qu'on appelle les automates d'appel, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on a jusqu'à 10 tentatives pour joindre le décideur. Là, c'est des tentatives cumulées pour joindre un décideur. Tout à l'heure, je vous parlais de 5 tentatives à l'intérieur d'un temps court. Là, je parle jusqu'à 10 sur un temps long. On a sur le TI et grand compte, niveau comité de direction, 6 à 10 contacts argumentés par jour, ce qui est très faible si on les met en regard de la TPE où on va jusqu'à 20 à 25 contacts argumentés par jour. On n'est pas du tout dans le même monde quand on appelle la TPE, la PME ou la petite PME et le grand compte. Là, on est vraiment en x3 parfois, indice 3 fois supérieur sur la TPE que sur le TI et le grand compte. Et sur le taux de prise de rendez-vous, on l'a vu tout à l'heure dans les statistiques, on est entre 0,5 et 3 rendez-vous par jour en fonction des critères de filtrage de la prise de rendez-vous. Je me dépêche parce qu'on est déjà à 40 minutes et je voudrais laisser un peu de temps aux questions-réponses, bien évidemment. Ensuite, les outils. On l'oublie ça, mais les outils, ça, c'est important pour que le téléphone fonctionne bien. CRM versus logiciel de centre de contact. C'est la guéguerre. Un Salesforce, un Microsoft Dynamics,
ce n'est pas un outil fait pour faire du phoning intensif. Donc là, il y a des arbitrages à faire. Et je pense qu'il faut un outil pour l'un et un outil pour l'autre. En tout cas, il faut que l'outil du téléphone puisse communiquer directement avec l'outil Salesforce, Dynamics ou autre. En tout cas, l'outil CRM que vous avez chez vous. On a des outils techniques et aussi pour nous faire gagner du temps. On a des systèmes de click-to-call, on a des systèmes de prédictifs, c'est-à-dire le fait que la fiche apparaisse à l'écran. Tout ça, ça fait gagner du temps pour les gens, pour les SDR ou les téléprospecteurs qui téléphonent. On a des outils extraordinaires que sont la double écoute et l'enregistrement avec des limites de RGPD. Et là, c'est excellent pour augmenter la qualité de son appel. Il faut s'écouter, se réécouter, se réécouter. Et que ce soit des commerciaux qui appellent eux-mêmes ou que ce soit des téléprospecteurs qui appellent, écouter avec son coach, sa hiérarchie, son propre appel, le débriefer, eh bien, c'est extraordinaire. Voilà. On progresse de manière fulgurante quand on s'écoute, quand on débriefe, on progresse. Et puis, on a besoin de statistiques aussi. On a besoin d'un outil de reporting qui permet, par exemple, de mesurer les objections rencontrées. Et on peut s'apercevoir que d'un SDR à l'autre, ce n'est pas les mêmes, alors que c'est la même cible, ce n'est pas les mêmes objections qui se dessinent. Ça veut dire que l'attitude au téléphone peut être travaillée chez l'un et pas chez l'autre. Voilà. Et puis, il faut savoir se poser en matière de phoning. Il faut savoir faire un comité de pilotage, par exemple, mensuellement, pour faire le bilan et pour pouvoir remettre les compteurs à zéro et remettre des stratégies en œuvre sur le mois suivant. Voilà ce que je vais dire. Il est 41 minutes. Je veux vraiment absolument respecter le temps. Est-ce qu'on peut passer aux questions-réponses, peut-être? Est-ce qu'il y en a d'autres? Brigitte? Oui, alors, il y a une question sur le SMS. Oui. Le SMS n'est-il pas trop invasif? Est-ce que ça marche vraiment? Alors, est-ce que tu expérimentes ça, Fabrice? Oui, je peux même citer le client qui est un de nos partenaires, donc il ne va pas m'en vouloir. On expérimente ça avec notre client Epoca RSI, le groupe Epoca RSI qui est notre client, donc une agence de communication B2B. Et oui, ça marche très très bien. C'est vrai, est-ce que c'est invasif? Je pense que c'est le texte qui doit être bien travaillé pour qu'il ne soit pas invasif. Voilà. Et la il faut relance, lever la le pied. référence se fait comment? Comment? La relance se fait comment? Une fois que tu as envoyé un SMS, Eh bien, on le fait en récurrence. récurrence. Encore une fois, je pense que ce sont ça dépend un petit peu de l'intimité qu'on en a avec le prospect. Avec le POCA, on a certains prospects qui sont, je dirais, issus du marketing digital et donc qui tolèrent le SMS beaucoup plus facilement que des prospects dits dans le dur. Donc, je pense que le SMS, on peut le manier sur des prospects, on va dire, dans son écosystème un peu identifié. Je pense que là, ça choque personne. Sur le dur, il faut être prudent et dans le texte et dans la fréquence. En tout cas, ça marche. Mais juste une petite remarque, et je suis désolé d'enfoncer les portes ouvertes, mais il faut avoir le mobile pour faire des SMS. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que sur 30%, 40% qu'on peut avoir l'obtention. Petite astuce également en marketing digital pour ceux qui nous écoutent et qui font du marketing digital. Quand on fait un événement, imposer pour télécharger un document le portable, c'est une astuce pour avoir des portables. Parenthèse fermée. Très bien. Alors, j'ai une question sur le taux de rendez-vous sur les TPE n'est-il pas meilleur que sur les ETI? Est-ce que tu peux nous donner des points de référence? Oui, alors étrangement, les taux de transformation sur les ETI, et je dis bien les taux, sont relativement similaires. Tout dépend de la stratégie d'appel que l'on a. Parce qu'en fait, nous avons des systèmes de filtration qui font que, dans certains cas, nos clients nous demandent des prérequis pour prendre un rendez-vous. Et s'il y a prérequis, que ce soit sur la cible des TPE ou sur la cible des grands comptes, ces prérequis sont filtrants. Donc, le nombre de rendez-vous diminue et le taux de rendez-vous donc chute, bien évidemment. Alors, ce qui se passe, je pense par exemple à un exemple dans le domaine bancaire. Quand on appelle le marché du pro, on a effectivement
le pro, dans le domaine bancaire, c'est les entreprises de moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, pour donner un exemple. Là, effectivement, on a un taux qui est supérieur au taux de prise de rendez-vous sur le marché dit des entreprises, c'est-à-dire les entreprises de plus de 3 millions d'euros. Donc, effectivement, il y a un petit différentiel. Mais je pense qu'il n'est pas très significatif et qu'au contraire, la différence de taux est très dépendante des critères filtrants de prise de rendez-vous, selon que l'on puisse mettre en œuvre une prise de rendez-vous systématique pour des rendez-vous de présentation, ou si l'on veut faire des rendez-vous sur projet. Je pense, tu parlais tout à l'heure d'un logiciel de SIRH, j'imagine. Oui, Hein, absolument. et là, il faut qu'il y ait des projets. Donc, comme les projets sont rares, le taux de prise de rendez-vous est d'autant plus faible qu'on cherche des projets. Donc, entre les rendez-vous de présentation, on ne va pas atteindre du 25 à 30% de taux de prise de rendez-vous, et des rendez-vous sur projet, on est parfois à 5% de taux de prise de rendez-vous. Eh bien, c'est ça qui fait les critères déterminants et pas forcément la taille de l'entreprise. En revanche, comme on touche plus d'interlocuteurs dans le marché du petit et qu'on en touche moins dans le marché du grand, en nombre de rendez-vous rapportés à la journée, là, il y a des grosses différences. Mais les taux sont assez similaires. Très bien. Alors, autre question qui est coupée en deux, donc un bout pour toi. Donc, est-ce qu'on tu veux pas répondre à la tienne d'abord, comme ça je souffle. Non, mais à la limite, est-ce qu'on observe une grande différence entre un appel sur une ligne directe versus un portable? Et comme je crois que Nomination propose des lignes directes. Donc, je vais répondre tout de suite. En effet, oui, Nomination propose dans sa base de données à peu près 30% de lignes directes et ou des lignes d'assistantes. Donc, c'est un ratio, donc c'est 30% sur les 250 000 décideurs que vous allez retrouver dans la base Nomination. Voilà. Et donc, ma réponse à moi, c'est est-ce que tu observes une différence entre un appel sur une ligne directe et sur un portable? Alors, je suis obligé de faire une réponse en deux temps. Il y a la réponse aujourd'hui avec le télétravail et la réponse historique. Aujourd'hui, on a des taux légèrement améliorés sur le portable, mais pas tant que ça. Parce qu'on s'aperçoit que les lignes directes sont très majoritairement rebasculées sur les portables. C'est pour ça qu'on a des taux assez similaires. Bien qu'ils soient meilleurs sur le portable, encore une fois. Et autre chose aussi, c'est l'émetteur de l'appel. Quand celui qui émet l'appel émet à partir d'un portable, on améliore encore le ratio. Parce que si vous appelez d'une ligne fixe vers un portable, la personne décroche moins facilement que si vous appelez d'un portable à portable. Donc ça s'améliore. Donc l'idéal, le monde idéal, c'est portable à portable. Encore faut-il l'avoir chez l'un et chez l'autre. Alors nous, chez Europhone, par exemple, on a certaines de nos campagnes de téléprospecteurs ont des 06. Pas toutes. Voilà. On a dépassé de 3 minutes ou de 4 minutes. Brigitte, est-ce qu'il y a d'autres questions Je vois une autre question. Concrètement, si nous avons un projet de téléprospection, comment on doit faire? Vous pouvez préciser? On va donner nos coordonnées derrière. Oui, elles sont d'ailleurs dans le slide suivant. Brigitte, regarde. Voilà. Si tu as le slide suivant, vous avez les coordonnées. Vous pouvez faire une photographie de l'écran si vous voulez. Oui. De toute façon, je crois que tout le monde. Tout le monde va recevoir. Oui, absolument. Oui, absolument. En conclusion, vous allez recevoir le replay du webinaire. Et puis, on va aussi vous faire suivre un livre blanc qu'on a fait avec Europhone, justement, sur la prospection B2B, et qui va reprendre toutes les clés qu'on vous a données aujourd'hui, qui sont à la fois de la structuration de votre démarche de prospection, de l'organisation, quelles compétences il faut. Voilà. Et puis, vraiment, vous avez compris que le mix, finalement, marketing digital, organisation SDR et data de qualité était vraiment le trio gagnant pour aller chercher du rendez-vous de qualité en 2021. On remercie notre auditoire, Brigitte. Beaucoup, voilà, et on vous invite à prendre connaissance des mails qui vont arriver avec tous les éléments de replay
de la présentation, bien évidemment. Tout à fait. Voilà. Et puis, comme vous avez nos coordonnées, ceux qui sont intéressants peuvent appeler Brigitte, bien évidemment, pour les aspects data, moi-même pour les aspects des téléphones. Et puis, on peut aussi, hein, Brigitte, on a l'habitude, répondre communément à des sujets communs. Tout à fait. On a quelques projets communs en ce moment. Et clients actifs. Absolument. Clients actifs et prospects. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est fini? T'es sûr? C'est fermé là? Non, non, là, tu